C'est une triste nouvelle, le musée de la peur ferme ses portes à Paris, une référence dans les arts africains avec une collection de 2000 œuvres et plus de 40 expositions. Pourra-t-il renaître? On en parle avec vous, Christiane Falgueret-Levaux. Vous êtes la présidente de la Fondation d'Aper. Alors d'abord, pourquoi cette fermeture? Je dirais qu'il y a, bonsoir, tout d'abord, il y a deux raisons. D'abord, une raison financière, parce que c'est un lieu qui est lourd à gérer. 2000 mètres carrés à Paris, ce n'est pas évident lorsqu'on est dans le privé. 16e arrondissement, qui est oui, un arrondissement très cher aussi. Ce sera ailleurs, je pense que ce serait pratiquement la même chose. C'est lourd à gérer parce que il faut maintenir le bâtiment, il faut faire des expositions d'un haut niveau. Aujourd'hui, il y a une concurrence, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent d'art africain. Avec le Quai Branly, par exemple, ça a été... C'est pas uniquement le Quai Branly, je crois que nous sommes complémentaires. Je pense que c'est un petit peu aussi le contexte culturel qui a changé. Qu'est-ce qui a changé, justement ? C'est-à-dire que maintenant, il ne suffit pas de faire des expositions pour faire venir le public. C'est le problème de tous les petits ou moyens musées. Il faut des animations, il faut des rencontres, des conférences, il faut toute une animation autour pour séduire un très large public. La deuxième raison, elle est aussi, je dirais, éthique, idéologique. Quand on fonctionne depuis 30 ans, en présentant des œuvres qui sont quand même spécifiques, ce sont des cultures patrimoniales, mais avec une destination, un passé, il faut transférer des connaissances, les transmettre. Nous nous posons la question, moi je me la pose, au bout de 30 ans, il faut peut-être faire différemment. Le public a changé, les gens voyagent, ont des connaissances, se posent des questions aussi. Donc la muséographie, elle ne peut plus être la même. Et je pense qu'il faut aussi intégrer l'art contemporain africain, parce que ne pas montrer uniquement des cultures du passé, qui pour certains peuvent paraître figées. Donc moi j'ai très envie aussi de faire autre chose, de montrer la créativité contemporaine, d'effectuer des passerelles. Et puis il y a une dynamique en Afrique qui est très intéressante. Je ne vais pas dire qu'elle est plus intéressante qu'à Paris ou dans les pays occidentaux. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est peut-être aussi un choix. Oui, c'est aussi un choix. D'arrêter à Paris. Oui, c'est un choix à la fois économique, mais c'est aussi un choix, je dirais, de la Fondation, d'aller aussi vers des populations qui n'ont pas vraiment besoin de nous, mais où le message doit être passé. On a travaillé beaucoup au Sénégal, à Gorée. Moi, je me suis rendu compte que la jeunesse, qui n'a pas toute cette offre que l'on trouve à Paris, à Londres ou à New York, est demandeuse, elle est attentive, elle est réactive. Est-ce que l'exemple de la Fondation Zinsou au Bénin, oui, pour vous, c'est un exemple à suivre? Oui, c'est un bon exemple. Je crois qu'ils sont très actifs. Et puis nous travaillons avec les Sénégalais sur place, avec les équipes, avec les jeunes, avec les écoles. Il y a aussi une classe moyenne. On a toujours une vision de l'Afrique pauvre, misérabiliste. Non, il y a des gens cultivés, des gens qui ont un pouvoir d'achat et qui ont une culture et qui sont ouverts. Donc, il y a aussi cette dimension de se renouveler nous-mêmes. Mais avant d'arriver malgré tout à cette fermeture dans le 16e arrondissement de Paris, est-ce que vous avez cherché des solutions? Est-ce que vous vous êtes par exemple tourné vers l'État? Non, parce que la solution n'était pas de demander ou de quémander de l'argent. C'est pas le but. Ce musée est lourd, il est lourd financièrement, et je pense que ce n'est pas à l'État qui a autre chose à faire de venir. Mais comment aider. vous viviez justement Nous, en fait, nous sommes privés, c'est-à-dire que Michel Levaux, mon mari, qui malheureusement est parti au Sénégal, avait mis au point le financement pour la fondation. Donc c'est vrai que faire des expositions, c'est de plus en plus lourd, parce qu'il faut respecter, il faut être à un très haut niveau. Les transports, les assurances, tout ça, c'est quand même des budgets énormes si on veut être encore au niveau. Et puis, nous avons des rencontres. Nous avons une salle de spectacle. Il faut faire venir des artistes, des conférenciers, des animateurs, des écrivains. Et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit, nous ne faisons pas payer. Mais d'où venaient vos fonds, justement? Comment vous faisiez exister Alors, nos ce fonds, musée? on a plusieurs solutions. On avait des appartements que nous avons vendus. Donc, c'était des biens immobiliers qui ont été vendus. Et puis, nous, comme tous les musées... Donc, un financement privé, le vôtre? Oui, privé. Et puis, nous privatisons. Nous privatisons pour des soirées comme tous les établissements, avec des grosses entreprises qui visitent l'exposition et qui tiennent leur assemblée générale, leur cocktail. Il y avait la vente des livres aussi, donc tout ça apportait de l'argent. On achète de moins en moins de livres d'art, quand même, ça c'est une réalité. Et puis la fréquentation avait aussi stagné, diminué, pas trop, mais n'augmentait pas. Il y a eu les attentats, donc les gens ne viennent pas dans les lieux publics, et puis il faut se renouveler.
Vous parliez tout à l'heure de changement dans la muséographie, vous venez parler à l'instant de renouvellement, mais déjà des expositions vivantes avec des débats, par exemple, il y en avait, c'est ce que vous proposiez. On va regarder ce reportage d'Erwan Brem, c'était en 2008, c'était une exposition Femmes dans les arts d'Afrique. Regardez. Elles ont occupé une place très particulière dans l'art traditionnel au sud du Sahara. Qu'elles aient été travaillées par les forgerons et les sculpteurs Nkissi du Congo, Bangwa du Cameroun, Gouraud de Côte d'Ivoire, les femmes et leurs corps ont été une source d'inspiration inépuisable pour les plasticiens de la tradition africaine. 150 œuvres, en provenance de tout le continent, ont été réunies au musée d'Aper à Paris. Une plongée dans l'intimité de la femme en Afrique qui veut aussi faire réfléchir à la condition d'aujourd'hui, avec des débats, des films, autour des thèmes de l'excision, de la polygamie, de la liberté. Il y a aussi l'image, la matière sur papier glacé. Les salles du musée d'Aper laissent une place de choix au travail d'Angèle Etundi et Samba. La photographe regarde les femmes, leur ventre et leur souffrance. Ce ventre déchiqueté, déchiré, c'est en même temps pour montrer qu'on a tous des cicatrices en nous. Un univers pour mieux comprendre la place de la femme en Afrique et son regard sur la tradition. Il y a déjà beaucoup de choses, déjà en 2008, lors de cette exposition. Il y a déjà cette passerelle avec l'art contemporain et Angèle Etundi Sumba, la photographe. Tout à fait. Et nous avons envie de développer, je dirais, cette présence de l'art contemporain. Le lieu n'est pas adapté. En fait, le lieu de la rue Paul Valéry n'est pas adapté à la présentation d'œuvres monumentales, d'installations. Donc, c'est un petit peu on fait des compromis avec une salle et pas la totalité. Je voudrais revenir un peu sur l'historique aussi de ce musée. Comment est-il né justement? Comment avez-vous choisi ce lieu? Alors, je dirais que la fondation d'Aper, c'était une belle idée de Michel Levaux. Ce n'était pas la mienne. On pense toujours, parce que je suis originaire de la Guyane, avec, je dirais, cet engagement. Et c'est un très beau projet humaniste avec beaucoup du nom justement d'un humaniste néerlandais, du XVIIe siècle. Avec mon mari avait une générosité très grande. C'était un homme de culture aussi, mais également, je dirais, scientifique. Donc, ce qui l'intéressait aussi, c'était la recherche. Et donc il avait mis à disposition des fonds pour la fondation, de l'argent qu'il n'a pas gardé, puisqu'il était chef d'entreprise et que pour lui, c'était important, il y a 30 ans, de promouvoir l'art ancien, puisqu'aujourd'hui on dit l'art ancien plus trop traditionnel, avec des recherches. On a donné des bourses, c'est ce qu'il souhaitait. Et son souhait aussi que nous remplissons, c'était de pouvoir être présents en Afrique avec nos actions il y a 30 ans. Parce que pour lui, c'était important que les jeunes générations africaines puissent aussi avoir conscience de ce passé. Alors, c'est pas évident, toujours, mais je crois qu'on peut faire les passerelles entre anciens et contemporains. Et aujourd'hui, on a envie de s'atteler à ce travail-là. Donc, vous vous dirigez aujourd'hui vers un musée d'Aper ailleurs? Non, je dirais des espaces, puisque pour l'instant, nous investissons l'espace public. Pas de lieu proprement dit, parce que c'est lourd à gérer, c'est compliqué. Un musée nomade alors? Je dirais oui, on va prendre des lieux. Par exemple, à Gorée, on travaille dehors, dans l'espace public, parce qu'il y a une proximité. Sur l'île de Gorée, donc oui, avec la population. Les gens ne rentrent pas dans des musées. Je veux dire, ce n'est pas dans les habitudes en Afrique, sauf peut-être au Nigeria, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, et puis au Mali, évidemment, avec des musées qui ont de véritables structures. De façon générale, la population ne rentre pas, il y a une sorte de réticence, mais l'espace public est extraordinaire parce qu'on est en contact direct. Pour vous, c'est ça, donc le grand changement et l'avenir muséographique? Oui, si nous voulons toucher le maximum de personnes, c'est dehors. Quel regard vous avez justement sur ces grandes institutions que sont les musées publics en France? Est-ce qu'il y a peut-être une tendance à l'endormissement? Non, je ne dis pas ça, parce que, par exemple, moi, je trouve que le musée du Quai Branly fait un travail extraordinaire. Stéphane Martin, je dirais, il a été très pionnier aussi dans sa façon de gérer cet établissement qui s'adresse à un très large public.
Je ne crois pas qu'il y ait un endormissement, parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que quels que soient les musées, nous avons en commun cet intérêt pour le public, cet intérêt pour l'art, et c'est un combat permanent de se dire comment on présente, que ce soit un petit, un grand musée, ça n'a aucune importance, la mission est la même. On a envie de montrer, on a envie de faire découvrir. Alors c'est sûr que les grands musées ont plus de moyens, mais leur tâche n'est pas si facile que ça, parce qu'ils doivent trouver de nouvelles expositions, ils doivent aussi se remettre en question. Et pour les fondations privées, quel est l'avenir selon vous ? Alors tout dépend, en fondation privée, il n'y en a pas tant que ça, qui ont une mission, je dirais, par rapport à l'art, plus pour l'art contemporain, effectivement. Je pense que c'est à nous de trouver les moyens. On ne peut pas demander à l'État, qu'il soit en Afrique, aux États-Unis ou à Paris. C'est pas le rôle de l'État, justement, de soutenir quand même ce secteur muséal et culturel c'est à la fois le pour rôle... ne pas aller vers la privatisation non plus de ces musées. C'est un grand débat. Hein. C'est un grand débat, justement. C'est un grand débat, parce que est-ce qu'on peut tout demander à l'État ? Moi, je dis que non. L'État doit aider, mais l'État ne peut pas se substituer à ce qui... Il y a quand même de grandes priorités, que ce soit quand même l'éducation, la santé, la recherche. C'est extrêmement important. Est-ce que la culture aussi l'est, parce qu'on en a besoin. Alors il faut un juste milieu, l'État et les privés. On ne peut pas dire que ce n'est que l'État qui doit s'en occuper ou uniquement les privés. Je crois qu'il faut travailler ensemble. Merci Christiane Folguerat-Levaux d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui veulent profiter du musée d'Appert une dernière fois dans le 16e arrondissement, vous avez encore 2 jours. Merci d'avoir été avec nous.